Une mère emmène son enfant pour un bilan nutritionnel, le médecin découvre un crime horrible. Claire était une femme mince et discrète d'une trentaine d'années. Elle vivait dans un petit appartement au rez-de-chaussée de Coral Gardens avec son fils de 6 ans, Andrew. Personne en ville ne lui était vraiment proche. On savait seulement qu'elle était mère célibataire, à la voix douce, toujours vêtue de vêtements usés et qu'elle quittait rarement la maison, sauf pour emmener son fils à l'école. Mais ce qui intriguait vraiment tout le monde, ce n'était pas le silence de Claire, mais celui de son fils, Andrew. Ce gamin est bizarre, murmurait Madame Lucie, la voisine du dessus, à son ami chaque matin en sortant les poubelles. Il a 6 ans, mais je ne l'ai jamais vu manger autre chose que le biscuit en forme d'ours que sa mère lui donne. Un biscuit ours? Monsieur Michael fronça les sourcils en entendant l'histoire. Tu veux dire comme un Teddy Graham? Celui en boîte? Non. Claire le fait elle-même. Mais en 3 ans, je ne l'ai jamais vu allumer les fourneaux. La fenêtre de sa cuisine est toujours scellée. L'histoire d'Andrew se répandit comme une traînée de poudre dans la petite communauté. Les mères de l'école maternelle commencèrent à prêter plus d'attention à Claire lorsqu'elle déposait son fils. Elles remarquèrent que le garçon restait toujours assis tranquillement, seul dans un coin, tenant à la main un biscuit en forme d'ours de la taille de 3 doigts environ, de couleur foncée et d'apparence légèrement vieillie. Andrew, aimerais-tu goûter un yaourt à la fraise, proposa gentiment mademoiselle Teresa, l'institutrice. Le garçon ne dit rien. Il se détourna simplement, serrant plus fort le biscuit ours. Mademoiselle Claire prit la parole, d'une voix à peine plus douce. Il ne mange que ça. Comme il s'est mâché, il ne supporte pas les autres goûts. Teresa fronça les sourcils. Mais un régime comme celui-là. C'est moi qui fais les cookies, intervint Claire en inclinant légèrement la tête. Ils contiennent de la farine, du lait et un peu de purée de fruits. S'il vous plaît, ne le forcez pas. Mais c'était clair, Andrew n'était pas comme les autres enfants. Il était maigre, pâle, avec des cheveux secs et cassants et des cernes sous les yeux, comme s'il dormait rarement. Souvent, pendant les cours, il restait assis sans bouger pendant des heures sans dessiner, sans chanter, sans jouer ou juste avec son biscuit ours en main et en regardant par la fenêtre. Et quand quelqu'un lui a pris le biscuit comme lorsque Teresa l'a un jour accidentellement laissé tomber par terre et l'a jeté dans Andrew a crié, a tremblé et s'est effondré dans une crise semblable à une crise d'épilepsie. Terrifié, le professeur appela sa mère. Claire arriva 10 minutes plus tard, se laissa tomber à genoux et le serra fort dans ses bras en murmurant « J'en ai apporté un autre, respire, bébé, respire, Andrew ». Ce n'est que lorsqu'il a placé le nouveau biscuit dans sa bouche que son corps a commencé à se détendre et que ses yeux se sont lentement fermés d'épuisement. Claire, l'interrompit Teresa après l'école ce jour-là, je pense que tu devrais emmener Andrew chez le médecin. Il présente de graves troubles du comportement. Claire pinça les lèvres. Je sais, mais, ce n'est pas grave. Il a juste peur de l'inconnu. Non, Teresa secoua la tête, ce n'est pas juste une question de nourriture difficile. Je ne peux pas le garder sans un examen médical. Claire leva les yeux. Pour la première fois, Teresa vit dans son regard un mélange de panique et d'engourdissement, le genre de panique propre à quelqu'un trop épuisé pour résister. D'accord, acquiesça Claire. Je m'en occupe. Quelques jours plus tard, à la clinique privée du docteur William Ramsay, un pédiatre réputé de la région, Andrew était assis perché sur une chaise, serrant toujours son biscuit en forme d'ours. William, un homme d'une 50aine d'années, au corps rond et aux cheveux grisonnants, fixa Claire un instant avant de commencer l'examen. « Quel âge a-t-il » demanda-t-il doucement. « Si » répondit Claire à sa place. Andrew ne répondit pas. Il fixait simplement l'horloge murale, marmonnant quelque chose que personne ne comprenait. William prit la main du garçon. Sa peau était froide. Ses ongles étaient pâles et cassants, l'un d'eux se cassait au moindre contact. Lorsque William a braqué une lumière dans ses yeux, il a remarqué les cernes, le regard terne et sans vie. « Pouvez-vous me décrire son régime alimentaire » demanda William. « Juste les biscuits que je fais. En forme d'ours. Il ne mange rien d'autre, répéta Claire presque par habitude. Tu lui donnes du lait ou des fruits. Parfois, mais il le vomit. Est-ce qu'il boit assez d'eau? Oui, je pense. William se redressa. Je dois faire une analyse de sang pour être sûr. Il souffre peut-être de graves carences nutritionnelles. Claire se raidit. Est-ce nécessaire? Il a une peur bleue des aiguilles. Chaque fois qu'il a été vacciné.
Il ne s'agit pas de vaccin, a déclaré William avec fermeté. Il s'agit de le sauver d'une malnutrition sévère. Claire baissa la tête, ses mains agrippant l'ourlet de sa chemise. William soupira. Je vais demander à l'infirmière d'être aussi douce que possible. On vous rappelle dans quelques jours. Alors qu'il s'apprêtait à partir, William remarqua par hasard le sac en tissu usé de Claire posé sur la chaise. À l'intérieur, à travers une pochette transparente, se trouvaient 3 biscuits en forme d'ours, brun foncé et légèrement moisis. « Mademoiselle Claire » demanda-t-il doucement. « Sont-ils pour Andrew ?» Claire tressaillit et retira rapidement le sac. « Oui, au cas où il aurait faim. »« Pas d'étiquette ?»« Non. Je l'ai fait à la maison. » William ne dit rien, mais à ce moment-là, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Aucune mère normale ne donnerait à son enfant des biscuits aussi vieux et moisis. Et aucun biscuit fait maison ne restait aussi ferme après 3 jours. Ce jour-là, William a noté clairement dans le dossier d'Andrew, fort risque de troubles nutritionnels dus à une dépendance alimentaire. Il est recommandé de surveiller étroitement le patient et d'analyser un échantillon alimentaire, si possible. 3 jours plus tard, Claire reçut un appel de la clinique. La voix de l'infirmière était douce mais sérieuse. « Mademoiselle Claire, le docteur Ramsey aimerait vous rencontrer pour discuter des résultats d'Andrew. Il est préférable que vous veniez aujourd'hui. » Claire posa le téléphone, les mains tremblantes. Andrew était assis par terre, ouvrant le tiroir contenant sa seule boîte de biscuits ours. Il en lécha le bord, comme pour se réconforter. « Andrew, sortons un peu, d'accord » demanda doucement Claire. Le garçon leva les yeux. Ses yeux enfoncés se fixèrent sur elle, toujours accrochés au biscuit. Il ne dit rien. Mais lorsque Claire attrapa son manteau, il se releva machinalement, toujours accroché au biscuit. La clinique était plus calme que d'habitude. William attendait déjà dans la salle d'examen, les résultats de laboratoire sur la table. Il ne perdit pas de temps. « Claire, je vais être franche. Andrew souffre de malnutrition sévère. » Claire baissa les yeux vers la table sans rien dire. « Il manque de presque tous les micronutriments essentiels, fer, vitamine D, calcium, zinc. Même sa glycémie est instable. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son taux d'E320 dans le sang. » « E320, répéta Claire, confuse. C'est l'antioxydant BHT, butylhydroxytoluène. Il est utilisé dans les biscuits industriels bon marché pour prolonger leur durée de conservation. Il ne faut jamais en consommer à forte dose chez un enfant. Les taux d'Andrew sont 6 fois supérieurs à la limite de sécurité. Non, c'est impossible. Je ne lui ai jamais donné de biscuits du commerce. » William pencha la tête. « Tu as dit que tu les avais faits toi-même. Puis-je avoir un échantillon pour le tester ?» Claire resta silencieuse pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « J'en ai quelques-uns. » Elle sortit 2 biscuits ours d'un sac Ziploc. William enfila des gants, les plaça soigneusement dans un plateau stérile et les tendit à une infirmière à l'extérieur. « Nous les enverrons au laboratoire d'analyse alimentaire de la ville. Cela pourrait prendre quelques jours, a-t-il précisé. Claire gardait la tête baissée, évitant tout le monde du regard. Andrew était assis dans un coin, indifférent à la conversation, la tête posée sur l'épaule de sa mère, toujours serrée contre son biscuit. Cet après-midi-là, William a téléphoné à un vieil ami, Henry Morris, spécialiste de la sécurité alimentaire dans un laboratoire d'analyse indépendant à Miami. « William ?» La voix d'Henry semblait surprise. « Ça fait longtemps. Que se passe-t-il ? » J'ai besoin d'un échantillon à tester. Un biscuit en forme d'ours. Sans étiquette. J'ai besoin d'une analyse urgente, additifs, produits chimiques, ingrédients de base. Quel est le soupçon? Overdose de BHT. La mère dit que c'est fait maison. Mais je ne l'achète pas, ça sent bizarre, dur comme une brique. Envoie-le demain, je le prioriserai. 4 jours plus tard, les résultats sont revenus. Henry n'a pas caché son inquiétude lorsqu'il a appelé William. Vous êtes assis sur une bombe, dites-moi que ce biscuit a des niveaux de BHT 10 fois supérieurs à la limite de sécurité pour les enfants, qu'il contient également du colorant synthétique 102 et de l'aspartame, un édulcorant artificiel interdit dans les produits alimentaires pour les enfants de moins de 6 ans. William resserra sa prise sur le téléphone. Et la farine? Farine de blé de qualité inférieure, contaminée par l'aflatoxine,
un composé fongique toxique qui se développe lorsqu'il est mal stocké. Pas de fruits ni de lait du tout, contrairement à ce qu'affirmait la mère, teneur en matière grasse graisse saturée auprès de 40%. Ce biscuit n'a pratiquement aucune valeur nutritive. Pour le dire franchement, c'est du gaspillage alimentaire, William, mais il est produit de manière professionnelle, avec des formes d'ours uniformes, un emballage propre, on dirait une fabrication industrielle sans licence. William resta silencieux, stupéfait. « Que dois-tu faire » demanda Henry. « Je vais le signaler au ministère de la Santé, mais je dois d'abord parler à nouveau à Claire. » Le lendemain matin, on a demandé à Claire de retourner à la clinique. Son visage semblait creux, les cernes sous ses yeux plus prononcées, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Andrew n'était pas avec elle. Claire a déclaré qu'il dormait profondément, après une légère crise la nuit précédente, causée par une pénurie de biscuits. William n'y est pas allé par 4 chemins. « Je sais que tu n'as pas fait ces cookies. » Claire leva les yeux, étourdie. « J'ai fait analyser les ingrédients, ce sont des produits industriels bon marché, remplis d'additifs interdits et nocifs, où les avez-vous trouvés ?» Elle resta assise en silence pendant près d'une minute entière, puis ses épaules commencèrent à trembler. « Je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'argent, docteur, j'ai perdu mon travail quand Andrew avait 3 ans, c'est à ce moment-là qu'il a arrêté de manger, il maigrissait de jour en jour, je ne savais pas quoi cuisiner, je n'avais pas de lait, pas de produits frais, j'avais exactement $10 dans mon portefeuille. » « Alors tu as rencontré quelqu'un ?» La voix de William était douce. « Quelqu'un a laissé un prospectus devant ma porte, sur lequel il était écrit « Biscuits gratuits pour les familles dans le besoin, de haute qualité, fait pour les enfants. » Alors j'y suis allé. Où ? Dans l'ancienne zone industrielle à l'extérieur de la ville, il y avait une petite usine abandonnée, un homme nommé Julian, il m'a donné une boîte entière de biscuits, disant qu'ils n'étaient pas vendus parce qu'ils n'étaient pas encore enregistrés, mais quand Andrew a mangé le premier, il est revenu à la vie, comme par magie, il a souri, il m'a regardé, et cette nuit-là, il a dormi paisiblement pour la première fois depuis 2 ans. William serra les doigts, essayant de rester calme. Je savais que les biscuits n'étaient pas bons, mais après ça, Andrew ne faisait que les manger. S'il n'en avait pas, il criait, se cognait la tête contre le mur. J'ai fini par m'habituer à lui en donner, je n'avais plus à me soucier des repas, il me suffisait de lui passer un biscuit, et c'était tout. Tu savais que c'était dangereux. Je le savais, mais j'étais tellement fatigué que j'avais peur qu'il ait faim et je ne pouvais penser à rien d'autre. William se leva et se dirigea vers la fenêtre, il regarda le ciel couvert, s'assombrissant vers l'est. « Claire, dit-il en se retournant, j'ai besoin de ta coopération, il ne s'agit pas seulement d'Andrew, je crois que d'autres enfants mangent aussi les biscuits de Julian. » Claire hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. « Je t'emmène là-bas. » Le lendemain matin, le ciel était gris, menaçant. Claire portait un vieux manteau marron et se tenait tranquillement devant la porte de la clinique. Le docteur William est sorti, rejoint par un homme plus jeune portant un manteau noir et des lunettes de soleil foncé, portant un porte-document. Il a tendu la main. « Je suis Chamartin, responsable de la santé au département de la santé de Miami. » Le docteur William a signalé le cas. « Nous vous accompagnerons aujourd'hui. » Claire baissa la tête et ne lui serra pas la main. « Êtes-vous prêt ?» demanda doucement William. « Oui, » murmura-t-elle. Ils montèrent dans la voiture, Shaun conduisit, tandis que William et Claire étaient assis à l'arrière. La voiture quitta la ville, longea des routes étroites, puis s'engagea sur un chemin de terre chaotique à travers des champs d'oliviers envahis par la végétation. Après environ 10 minutes, Claire a pointé devant. Là, cette usine. Devant eux se dressait un entrepôt en ruine, qui faisait autrefois partie d'un petit parc industriel, mais qui était abandonné depuis près d'une décennie. La peinture s'écaillait, les portes en fer rouillaient, il ne restait que quelques signes décolorés. Boulangerie Parker. Shaun est sorti, a pris son téléphone et a pris une photo du panneau. Le même nom de famille que l'homme que vous avez mentionné, Julian Parker ? Claire hocha la tête. Ils se sont rapprochés. La porte métallique était légèrement entr'ouverte, déverrouillée. À l'intérieur, l'air était humide, chargé d'une odeur de farine avariée et de vieille huile. La lumière filtrait à travers des vitres brisées, projetant des rayons sur des tables en acier rouillé et un grand four, encore légèrement chaud. Shaun fronça les sourcils. On dirait une activité récente. Claire a pointé le coin. Là-bas, c'est là qu'il m'a dit d'attendre, je n'avais pas le droit d'entrer.
William s'est approché et a trouvé plusieurs boîtes en carton remplies de biscuits en forme d'ours, chacun emballé grossièrement dans un sac zippé transparent, identique à ceux que Claire avait apportés à la clinique. Quelqu'un d'autre a reçu des cookies, demanda Shaun. Oui, j'ai vu une fois une femme âgée avec sa petite fille, elle venait de la ville voisine, mais je ne connais pas leur nom. William jeta un coup d'œil à Shaun. Nous devons alerter la police. C'est déjà fait, répondit Shaun, nous avions juste besoin d'une confirmation, et votre présence aujourd'hui est essentielle. Juste à ce moment-là, la porte arrière de l'usine s'ouvrit en grinçant. Un homme grand et chauve, vêtu d'une veste de boulanger délavée, entra en portant un sac de farine. Il s'est figé en voyant les trois étrangers. Claire, grogna-t-il, qui diable as-tu amené ici? Claire fit un pas en arrière, William se déplaça pour se tenir devant elle. Julian Parker, a crié Shaun en montrant son badge, je suis un inspecteur sanitaire de Miami, nous avons reçu des rapports sur votre production illégale de nourriture pour enfants. Julian se moqua. Je ne produis rien, je fais juste de la pâtisserie, je ne vends pas de facture, je les donne, qui les veut peut les prendre. Mais vous utilisez des additifs interdits, a déclaré William, et vous les distribuez aux enfants. Le fils de Claire, Andrew, est traité pour malnutrition sévère. Julian sourit. Est-ce que je lui ai fourré le biscuit dans la bouche? Sa mère est venue me voir, je lui ai donné ce qu'elle demandait, personne n'a forcé personne. Vous les fabriquez ici? Demanda Shaun en inspectant le matériel. Oui, je suis boulanger depuis 20 ans. J'avais une boutique légale, qui a fermé à cause de nouvelles réglementations. Maintenant, je fais de la pâtisserie pour le plaisir. Avez-vous une licence de production? Non, mais je ne dirige pas d'entreprise. William regarda autour de lui. Tout indiquait une production régulière. Des sacs de farine étaient éparpillés, de l'huile s'étalait sur le sol, des moules en forme d'ours jonchaient les comptoirs, un vieux réfrigérateur bourdonnait bruyamment, rempli de sachets en plastique non marqués de substances jaunes et oranges. Shaun a commencé à prendre des photos. Nous allons documenter et ordonner la fermeture de cette installation, tous les échantillons seront saisis pour analyse, vous recevrez une convocation cette semaine. Julian croisa les bras, provocateur. Vous ne trouverez rien, je n'ai rien vendu, la loi n'interdit pas de donner des biscuits. Claire serrait l'ourlet de son manteau, ses yeux se remplirent de larmes. Vous saviez qu'ils étaient toxiques, et vous me les avez quand même donnés, mon fils a failli mourir. Julian ricana. Je ne t'ai pas fait revenir chaque semaine. William posa une main sur l'épaule de Claire, la retenant. Shaun a envoyé un SMS à la police pour qu'elle vienne sécuriser les lieux. Pendant qu'ils attendaient, William demanda. Claire, t'a-t-il déjà menacé? Non, mais il disait toujours, si tu ne reviens pas, ton fils n'aura rien à manger. Et j'avais peur. Environ 30 minutes plus tard, 2 officiers locaux sont arrivés. L'un était grand avec un visage sévère, son nom était Ryan Grant. Il est entré avec un bloc-notes. Monsieur Parker, a déclaré Ryan, nous avons été autorisés à perquisitionner les lieux et à saisir des preuves, veuillez coopérer. Julian ne répondit pas, s'adossa à la table, les bras croisés, l'air épuisé. Ryan fit signe à son partenaire de commencer à photographier et à collecter des échantillons de biscuits, ainsi que les liquides du réfrigérateur. Il se pencha et ramassa un carnet déchiré posé près du four. Qu'est-ce que c'est? Murmura Ryan en feuilletant quelques pages. Des notes étaient écrites à l'encre rouge. Essai numéro 14, ajout de 3 ml d'arôme orange plus facile à avaler. Essai numéro 17, réduction du sucre plus de vomissements observés. Remarque, réaction indésirable. Le visage de Shaun devint pâle. Vous avez expérimenté des formules sur des enfants? Julian renifla. J'ai juste pris des notes. Personne n'a dit que je ne pouvais pas écrire dans un carnet. Ryan a tout documenté, a scellé le carnet comme preuve et a emmené Julian au poste pour l'interroger. Claire resta figée au milieu de l'usine. Son regard parcourut les moules à pâtisserie, les sacs de farine, et des souvenirs lui revinrent, chaque semaine, elle venait ici en tremblant, tenant Andrew sous la pluie, juste pour l'échanger contre quelques biscuits pitoyables. William s'est approché. Êtes-vous d'accord? Claire hocha lentement la tête. Ses yeux étaient secs, et Andrew, il était toujours le même. Il n'avait rien mangé depuis 2 jours. Il n'arrêtait pas de réclamer le biscuit. William étouffa un soupir.
Je vais recommander le transfert d'Andrew à l'hôpital de la ville. Il dispose d'une équipe de spécialistes en soutien psychologique. On ne peut pas le laisser continuer comme ça. Shawn intervint. Cette affaire est portée à l'attention de l'État et je peux vous assurer que Julian sera tenu responsable. Claire hocha la tête. Au milieu de la farine éparpillée et du sol collant, pour la première fois, elle comprit clairement, c'était l'enfer, le genre d'enfer qu'elle avait nourri de sa résignation et de son désespoir. Le téléphone sonna à 3 heures du matin. Claire se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle se tourna vers lui, le lit d'Andrew était vide. Elle a bondi et a couru à travers l'appartement en appelant « Andrew ». Andrew. La lumière de la salle de bain était toujours allumée, la porte entr'ouverte. Claire l'ouvrit d'un coup. Le garçon était étendu sur le sol froid, tremblant, accroché au rebord des toilettes. Ses yeux étaient fermés, son visage trempé de sueur. À côté de lui gisait un biscuit ours émietté, à moitié mangé, brisé sous ses pieds. « J'ai mal au ventre », murmura Andrew, puis il s'effondra. « Oh mon Dieu, Andrew » hurla Claire en le soulevant frénétiquement. Il était inerte dans ses bras, comme une poupée de chiffon. Elle courut dans la rue, pieds nus, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Elle frappa à la porte du voisin. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon fils s'est évanoui. » Madame Lucie ouvrit la porte et haleta. « Mon Dieu, Claire, attends. Je vais chercher de l'aide. » Moins de 10 minutes plus tard, Monsieur Michael, le propriétaire du café, a dévalé la route étroite dans sa vieille voiture, emmenant d'urgence la mère et l'enfant à l'hôpital de la ville. Aux urgences, Claire ne put suivre les médecins qui emmenaient Andrew sur un brancard. Une infirmière l'arrêta doucement. « Veuillez patienter ici. Nous devons l'examiner de toute urgence. » Claire s'affaissa sur un banc, serrant ses mains si fort que ses jointures se fendirent et saignèrent. 1 heure plus tard, une femme médecin est sortie, grande, aux cheveux noirs, à la voix posée. « Mademoiselle Claire ?»« Oui, je suis là, » répondit Claire en se levant, la voix tremblante. « Votre fils est actuellement sous perfusion intraveineuse et oxygénothérapie. Nous avons effectué des examens préliminaires. Il souffre d'une insuffisance hépatique légère, d'une élévation des enzymes hépatiques et d'une insuffisance rénale. » Claire fondit en larmes. « S'il vous plaît, sauvez-le. On fait tout ce qu'on peut, mais j'ai besoin d'informations précises. Que mange-t-il quotidiennement ?» Claire s'est effondrée et a expliqué les biscuits à l'ours, pourquoi il ne voulait rien manger d'autre, comment la boulangerie illégale avait été démasquée. Le docteur Emily Johnson fronça les sourcils. « J'ai entendu parler de cette affaire. Miami ouvre une enquête. Mais l'urgence est désormais d'éliminer complètement cette source de nourriture. Si cela continue, Andrew risque de subir des lésions cérébrales permanentes. » « Mais, il refuse de manger autre chose, » murmura Claire. Émilie soupira. « Nous avons traité des cas similaires, des enfants psychologiquement dépendants à un aliment spécifique. Ce n'est pas une faim biologique, c'est une obsession. Une sorte d'addiction. Est-ce que ça peut être guéri ? Oui, mais cela prendra du temps et ce sera douloureux. » Claire hocha la tête, les yeux secs et vides. « Je le ferai, tant qu'il vivra. » Le lendemain, Andrew se réveilla dans une chambre pédiatrique blanche et stérile. Paniqué, il regarda autour de lui en ne voyant pas son sac de biscuits. « Où est mon biscuit, maman ? Où est mon biscuit ?» Claire se précipita et le serra fort dans ses bras. « Je suis là, ma chérie. Je n'ai pas de biscuit, mais j'ai du porridge et du lait. »« Non » hurla Andrew en donnant des coups de pied dans le lit. « Je ne veux pas ça. Je veux l'ours. Le biscuit ours. » Il a arraché la perfusion, renversant le plateau de porridge que l'infirmière venait de placer. « Tenez-le » cria l'infirmière. Un médecin et 2 infirmiers se sont précipités pour tenter de maîtriser Andrew, qui se débattait violemment. « Non. Lâche-moi. Je n'en veux pas. Ça sent mauvais. C'est dégoûtant. Biscuit ours. Je veux mon biscuit ours. » Andrew pleurait en se cognant la tête contre la barrière métallique du lit. Claire a crié. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Émilie est entrée et a fait signe à tout le monde de s'arrêter. Une légère sédation pour l'instant. On ne peut pas encore le forcer. Il nous faudra un plan d'intervention psychologique. Ce soir-là, Claire était assise en silence dans le couloir de l'hôpital.
Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle fixait simplement la porte de la chambre de son fils. William est arrivé vers 21h, portant un sac de nourriture chaude et le plaçant à côté d'elle. J'ai reçu des nouvelles du docteur Emily. Claire ne leva pas les yeux. Des progrès, a-t-il demandé. Claire secoua légèrement la tête. Il n'a rien mangé. Il hurle dès qu'on essaie du porridge. Il ne boit même pas d'eau, sauf avec le biscuit. William soupira. Il faut être patient. Ce n'est plus une question de nourriture. C'est la seule chose sur laquelle il a encore l'impression de contrôler. Claire hocha la tête. Je sais. Je n'aurais jamais imaginé que les choses deviendraient comme ça. William la regarda pendant un long moment. Je vais appeler quelqu'un que je connais, un spécialiste des troubles alimentaires pédiatriques. Nous ne l'abandonnerons pas. Le lendemain, les médias se sont emparés de l'affaire. Sur les sites d'information, les gros titres annonçaient biscuits à l'ours toxique, des enfants hospitalisés à Miami. Des photos de Claire serrant Andrew dans ses bras près d'un lit d'hôpital se sont répandues partout. L'opinion publique s'est rapidement divisée. Un camp s'est indigné, exigeant que Claire soit poursuivie pour négligence. L'autre a exprimé sa sympathie, affirmant que le système avait laissé tomber une mère désespérée, contrainte de nourrir son enfant avec des aliments expérimentaux. Les sections de commentaires sont inondées d'opinions. Quel genre de mère nourrit son enfant uniquement avec des biscuits pendant 3 ans? J'éprouve simplement de la pitié ou une mère sans argent, sans espoir, coincée dans la survie. Arrêtez Julian. C'est lui le vrai monstre. À l'hôpital, le personnel a dû restreindre l'accès à la chambre d'Andrew aux personnes extérieures. Une équipe de presse a sollicité une interview de Claire, mais elle a décliné toutes les demandes. Je n'ai plus besoin qu'on m'écoute, dit-elle à Emily. J'ai juste besoin qu'Andrew vive. Dans la chambre d'hôpital, Andrew continuait à crier dès qu'on lui apportait de la nourriture. Il avait des hauts le cœur, se cognait la tête et griffait ses bras jusqu'à ce qu'il saigne. Claire s'assit à ses côtés, lui tenant doucement les mains, murmurant. « Je suis là, bébé. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Tu es tout pour moi. » Emily entra, tenant un mémo. « Claire, l'équipe de psychologie nutritionnelle de Miami sera là la semaine prochaine. Ils ont travaillé sur des cas comme celui d'Andrew, mais nous aurons besoin de votre coopération, étape par étape. » Claire hocha la tête, son regard se durcit. « Je coopérerai. Je recommencerai. Tant qu'il vivra. » 2 jours seulement après la tempête médiatique, des voitures de police se sont arrêtées devant l'ancien entrepôt de Julian Parker. L'inspecteur Ryan Grant, accompagné de 4 collègues de la police de Miami, a pénétré dans les lieux munis d'un mandat de perquisition. L'odeur suffocante qui régnait dans l'entrepôt humide obligeait tout le monde à se couvrir le nez. La moisissure maculait les murs, la graisse imbibait les sols et des essaims de mouches bourdonnaient au-dessus des plateaux de farine sale. « C'est dégoûtant », a marmonné un officier. Ryan a ouvert des boîtes de biscuits en forme d'ourson, emballées dans des sachets zip transparents sans étiquette. Chaque boîte contenait au moins 200 biscuits, soigneusement empilés, prêts à être distribués. Appelez l'équipe d'inspection de la sécurité alimentaire et le laboratoire d'analyse chimique, a ordonné Ryan. Nous devons analyser chacun de ces échantillons. Ils se dirigèrent vers l'arrière, où un grand four industriel se dressait à côté d'une étagère en bois poussiéreuse. Des cahiers et des pots d'arômes sans étiquette, emballés dans du vieux plastique, y étaient éparpillés. L'un des cahiers portait une écriture griffonnée, formule numéro 32. Ryan l'ouvrit. Chaque page indiquait les variations d'ingrédients, quantité de colorants, de sucre, d'arômes artificiels. À l'encre rouge, certaines notes ressortaient. Enfant X, 5 ans après 3 biscuits, a montré des signes de somnolence. Réduire la dose d'EE 320 à 2 ml. Augmenter l'arôme de vanille, réaction plus calme. Ryan serrait le carnet si fort qu'il était presque froissé. Des tests sur des enfants, marmonna-t-il, ses yeux s'assombrissant. Julian a été arrêté le même jour. Alors qu'il était escorté hors de l'entrepôt, il est resté calme et a même souri aux journalistes. Je n'ai rien fait de mal. J'aidais juste les pauvres. Les gens voient ça d'un mauvais œil. Avez-vous un commentaire sur le fait qu'au moins 3 enfants ont été hospitalisés à cause des biscuits que vous avez produits, a demandé un journaliste. Je n'ai forcé personne à les manger, répondit Julian en haussant les épaules. Je les ai donnés gratuitement. C'était leur choix.
Cette réponse fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Du jour au lendemain, les réseaux sociaux ont explosé. Sur Twitter, le hashtag #ToxicBRCookie s'est hissé au premier rang des sujets tendance aux États-Unis. Une vidéo de Julian déclarant « Je n'ai rien fait de mal » lors de son arrestation a été partagée des millions de fois. L'indignation a déferlé à Miami. Des groupes de parents se sont rassemblés devant l'hôtel de ville, brandissant des pancartes. Les enfants ne sont pas des rats de laboratoire? Fermez la boulangerie toxique. Nous exigeons justice pour Andrew et pour chaque enfant. Dans une déclaration en direct diffusée par la télévision locale, la mère Laura Mitchell a déclaré: Nous nous engageons à mener une enquête approfondie. Personne n'a le droit d'exploiter le désespoir des familles vulnérables à des fins personnelles, surtout au détriment du corps et de l'esprit des enfants. William regardait la retransmission depuis la salle de repos de l'hôpital. À l'écran, on pouvait voir Claire tenant Andrew dans ses bras, entouré de pancartes de protestation. Ses yeux se remplirent de larmes. Le lendemain matin, il s'est rendu au cabinet du docteur Emily Johnson, portant le dernier dossier médical d'Andrew. Comment va-t-il, demanda-t-il, alors qu'Emily terminait son service. Il refuse toujours d'avaler autre chose que le biscuit ours. On a essayé le porridge, le pain de mie, le lait chaud, mais rien n'y fait. William hocha la tête. Et l'équipe de spécialistes? Ils arriveront demain après-midi. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'Andrew puisse attendre aussi longtemps. Elle le regarda, les yeux remplis d'inquiétude. Sa fonction hépatique décline rapidement. S'il continue sans alimentation, les lésions cérébrales pourraient être irréversibles. William serra le poing. Je parlerai à nouveau à Claire. Entre-temps, l'enquête s'est élargie. Les autorités sanitaires ont découvert qu'au moins 5 autres familles avaient reçu des biscuits de Julian. 2 de ses enfants ou des jumelles de 4 ans vivant à Homestead ont également été hospitalisés pour de graves problèmes digestifs. L'inspecteur Ryan s'est rendu sur place pour interroger les parents en personne. Un homme m'a donné ces biscuits devant le marché, raconte la mère, Rosa Martinez. Il m'a dit que c'était des biscuits tests nutritionnels. Si les enfants les aimaient, je pourrais revenir en chercher d'autres. Saviez-vous que les cookies n'étaient pas approuvés? Non, mais ils avaient la forme d'un ours, et les enfants les aimaient bien. À l'époque, je n'avais même pas les moyens d'acheter du lait. Est-ce qu'il te reste des biscuits? Non, mais j'ai une photo de mes filles les tenant. Je l'ai postée sur Facebook. Je peux te l'envoyer. Ryan a reçu la photo, 2 petites filles en robe jaune, souriantes, chacune tenant un biscuit ours dans une main. Pour la plupart, cela ressemblait à un moment agréable. Pour lui, c'était la preuve glaçante qu'un système toxique s'infiltrait dans les couches les plus défavorisées de la société. En une semaine, plus de 200 habitants de Miami ont signé une pétition exigeant que Julian soit poursuivi pour violation des réglementations en matière de sécurité alimentaire, atteinte grave à la santé des mineurs, production et distribution de produits alimentaires non réglementés. La télévision nationale a fait appel à des experts juridiques, des médecins et des journalistes pour analyser l'affaire. Un panéliste a déclaré: C'est un signal d'alarme. Quand les gens seront si pauvres qu'ils accepteront un biscuit gratuit sans hésiter, des prédateurs comme Julian surgiront de l'ombre. William est apparu dans un talk show sur Miami TV, apportant des copies des résultats d'analyse d'Andrew. Devant des millions de téléspectateurs, il a déclaré: Les niveaux des E320 d'Andrew étaient 6 fois supérieurs à la limite légale. Ce produit chimique ne devrait jamais être utilisé dans les aliments destinés aux enfants de moins de 3 ans. Il en a consommé régulièrement pendant 3 ans. Que penses-tu de la mère, Claire? Demanda l'animatrice. William marqua une pause de quelques secondes avant de répondre. Lentement, il dit: Je ne pardonnerai jamais à un système qui a forcé une mère à choisir entre laisser son enfant mourir de faim lentement ou accepter gratuitement une nourriture inconnue. Elle avait tort, mais cette erreur était due au désespoir. Le studio se tut. La caméra passa sur une image de Claire aux côtés d'Andrew à l'hôpital, tenant une cuillère de porridge refroidi depuis longtemps. Lundi matin, le palais de justice du comté de Miami-Dade était déjà bondé avant même le lever du soleil. Une file d'habitants s'étendait dans la rue aux certains curieux, d'autres en colère, d'autres encore emplis de compassion. À l'intérieur, la salle d'audience 2 se préparait à entendre l'affaire dite de l'incident du biscuit à l'ours toxique. Des journalistes, des responsables de la santé et des représentants de la défense des droits de l'enfant occupaient les sièges. Claire entra discrètement, le visage creusé, les cheveux attachés avec un vieil élastique.
Elle portait une robe grise délavée et se tordait les mains sans cesse. À ses côtés se trouvait l'avocat commis d'office, Charles Bennett, un homme d'âge mûr connu pour sa compassion. Il se pencha vers elle et lui dit doucement, « Claire, dis simplement la vérité. Tu n'es pas seule dans cette pièce. » Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. La juge Elizabeth Foster, réputée pour sa rigueur mais sa justice, présidait le procès. Elle a frappé du marteau une fois. Le tribunal est en séance. Cette affaire concerne Claire Morgan, qui fait l'objet d'une enquête pour négligence présumée envers un mineur et implication dans la distribution de produits alimentaires nocifs pour la santé des enfants. Le procureur, Marcus Carter, s'est levé et a parlé avec fermeté. Votre honneur, la défenderesse Claire Morgan est la mère biologique d'Andrew, actuellement hospitalisé depuis 3 ans. Elle a donné à son fils un seul type de biscuit non identifié, ce qui a entraîné malnutrition, lésions hépatiques et retard de développement potentiel. Que ce soit intentionnel ou non, cela démontre une négligence grave et doit être évalué conformément à la loi. Charles se leva en réponse. Votre honneur, ma cliente est une mère célibataire vivant dans une extrême pauvreté, sans soutien social ni revenu stable. Elle a commis une erreur, certes, mais elle n'a jamais eu l'intention de nuire à son enfant. Nous demandons à présenter son cas dans son intégralité. Le juge Foster hocha la tête. Permission accordée. Charles se tourna vers Claire et dit doucement, « Parle avec la vérité qui est dans ton cœur. » Claire se leva lentement et se dirigea vers la barre des témoins. Elle croisa le regard des personnes présentes dans la salle d'audience, certaines jugeant, d'autres compatissantes. « Je m'appelle Claire Morgan, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai un fils qui s'appelle Andrew. Il a 6 ans. » Elle déglutit difficilement et continua. « Je travaillais dans un petit bureau, mais quand Andrew a eu 3 ans, j'ai été licencié suite à la faillite de l'entreprise. J'ai postulé à de nombreuses reprises, mais personne ne voulait m'embaucher. J'avais un jeune enfant et je ne pouvais pas travailler de nuit. Puis Andrew est devenu difficile. Il refusait tout ce que je cuisinais. Le lait le faisait vomir. Le porridge le faisait hurler. Je l'ai emmené chez le médecin, mais ils m'ont juste dit, c'est difficile. Ça va passer. » La pièce resta silencieuse. Un jour, quelqu'un a laissé un prospectus devant ma porte. Il annonçait qu'il y avait des biscuits gratuits pour les enfants sur un site industriel abandonné. J'y suis allé. Un homme nommé Julien m'a donné un sachet de biscuits en forme d'ours. Il m'a dit, ce sont des biscuits test nutritifs. Les enfants les adorent. Elle marqua une pause. Sa gorge se serra. Des larmes coulèrent sans cesse. Ce soir-là, après 2 jours sans manger, Andrew a mangé. Il a fini un biscuit. Puis il s'est endormi paisiblement. J'ai pleuré de soulagement. Je n'avais plus besoin de penser au repas. Il me suffisait de lui donner le biscuit. Elle tremblait, serrant fermement ses mains. J'y retournais chaque semaine. Je savais que les biscuits n'étaient pas bons, mais je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas d'argent. Personne autour. J'étais désespéré. Le silence planait sur la salle d'audience. Le procureur Marcus l'a regardé pendant un long moment, puis lui a demandé, « Avez-vous déjà envisagé de demander de l'aide à des organisations sociales ?» « Oui, » répondit-elle. « Mais mon dossier a été rejeté. Je n'étais pas admissible à l'aide d'urgence. J'ai fait la queue à l'agence pour l'emploi et on m'a dit de revenir le mois prochain, mais Andrew avait faim ce jour-là. Je n'avais pas la force d'attendre. » Le juge Foster fronça les sourcils. Saviez-vous que nourrir votre enfant avec un seul aliment pendant une période prolongée pouvait lui causer des dommages permanents? Claire hocha la tête. Je l'étais. Mais chaque fois qu'il vomissait à cause d'autres aliments, chaque fois qu'il criait, qu'il était pris de convulsions, j'avais peur. J'ai choisi la solution de facilité. J'avais tort. Charles se leva et présenta plusieurs documents. Votre honneur, nous présentons des preuves démontrant que Claire a tenté à plusieurs reprises de demander une aide d'urgence, mais sans succès. De plus, son fils Andrew suit actuellement un traitement de réadaptation, et Claire a été à ses côtés chaque jour, sans exception. Le docteur William Ramsay fut alors appelé à la barre. Il se tint fermement debout et hocha respectueusement la tête. Je suis le docteur William Ramsay, le médecin qui a diagnostiqué la malnutrition sévère d'Andrew. J'ai personnellement supervisé son traitement et son dossier médical depuis le début. Pouvez-vous décrire l'état mental et émotionnel de la mère ? Demanda Charles.
William prit une profonde inspiration. Claire a toujours été présente pour son fils, même lorsqu'il hurlait et s'automutilait. Elle a supporté chaque regard, chaque jugement, sans jamais s'éloigner. Croyez-vous qu'elle avait l'intention de lui faire du mal? Absolument pas. Je crois que Claire traversait une crise psychologique prolongée, presque une forme de dépression fonctionnelle. Personne, en pleine forme, ne permettrait à son enfant de ne manger qu'un seul aliment pendant 3 ans. Mais ce n'était pas de la malveillance. C'était de l'épuisement. Marcus fronça les sourcils. Mais les conséquences étaient clairement graves. William hocha la tête. Oui. Mais posez-moi cette question, pendant ces 3 années, quelqu'un a-t-il frappé à sa porte? La salle d'audience est devenue silencieuse. Après 3 heures de débat, la juge Elisabeth a annoncé son verdict. Claire ne sera pas poursuivie pénalement, car aucune preuve d'intention de nuire n'a été établie. Cependant, elle sera placée sous surveillance spéciale pendant 12 mois. Elle devra suivre une formation obligatoire en puériculture. Elle est tenue de coopérer pleinement avec les médecins et les professionnels de santé pendant le processus de rétablissement d'Andrew. Claire s'effondra au sol en larmes. Charles la rattrapa et murmura, « Tu as fait tout ce que tu pouvais. » Après le procès, Claire ne rentra pas chez elle. Elle prit le bus du soir pour retourner à l'hôpital. Le couloir était silencieux, baigné d'une lumière blanche et froide. Dans la pièce, Andrew gisait toujours inconscient. Son petit bras était bandé. Son visage était pâle. Claire était assise à côté de lui, silencieuse, l'observant. Sans larmes. Sans tremblement. Juste une mère qui voyait enfin la profondeur de l'abîme dans lequel elle était tombée. Une infirmière entra. Elle s'appelait Hélène Nash, petite, cheveux bruns et regard chaleureux. « Hélène » murmura Claire. « C'est toi qui t'occupes du rétablissement psychologique d'Andrew, n'est-ce pas? » « Oui » acquiesça Hélène. « Je serai là tous les jours. Nous nous battrons ensemble, Claire. » Pour la première fois depuis des années, Claire regarda quelqu'un dans les yeux sans se sentir perdue. Le premier jour de novembre commença sous une bruine persistante, apparue la veille au soir. Le ciel de Miami était d'un gris terne, froid et las, à l'image de l'état d'esprit de Claire. Elle était assise près du lit d'hôpital, ses mains fines posées légèrement sur la coudoir, les yeux fixés sur Andrew, un enfant de seulement 6 ans, mais recroquevillé comme une branche fanée, prêt à se briser. Claire ne comptait plus les jours écoulés depuis l'hospitalisation de son fils. 3 semaines plus tard, elle n'avait pas quitté l'hôpital une seule nuit. La chaise en bois à côté du lit était l'endroit où elle s'affalait lorsque le sommeil la gagnait. Elle mangeait des aliments fournis par une association caritative, se douchait dans les toilettes du rez-de-chaussée et alternait entre 2 tenues, mais rien de tout cela ne lui importait. « Où est Hélène » demanda doucement Claire, les yeux toujours fixés sur Andrew. L'infirmière en chef, Paula, a répondu, elle a donné un cours d'orthophonie aujourd'hui, mais elle sera de retour à l'heure du déjeuner. Claire hocha la tête. Je voulais savoir si le porridge avait un goût différent aujourd'hui. Hier, il n'a presque pas réagi. Paula expira. La cuisine a préparé du porridge à l'avoine avec de la purée de banane. Le moins d'odeur possible, pour les conseils de la nutritionniste. Merci. Lorsqu'elle se retrouva seule avec Andrew, Claire se pencha plus près et murmura. Tu m'entends, Andrew? Je sais que tu es toujours là. Fais-moi juste un signe. Tiens-moi la main. Mais le garçon resta immobile. Les yeux fermés. Les lèvres gercées. La peau pâle. Seul le clignotement lent du moniteur confirmait que son petit corps était toujours en vie. On frappa doucement à la porte. Hélène entra, tenant un livre relié avec un super-héros en cape bleue sur la couverture. « Bonjour à tous les deux » dit-elle doucement. « Je vous ai apporté une nouvelle histoire aujourd'hui, celle d'un garçon nommé Thomas qui avait une peur bleue de tous les aliments, sauf des frites. » Claire laissa échapper un petit rire. « Il a réussi à passer au travers ?» « C'est vrai » sourit Hélène. Et au bout de 3 semaines, Thomas pouvait manger de la soupe aux carottes. Elle s'assit près du lit d'Andrew et ouvrit le livre, lisant d'une voix chaleureuse et apaisante, comme à un nouveau-né. Thomas regarda la soupe comme si c'était un monstre. Non. Ça sent la carotte. Je déteste les carottes, cria-t-il. Mais la mère de Thomas a dit, ce n'est pas de la soupe aux carottes. C'est une potion magique. Une seule gorgée te transformera en super-héros. Claire baissa la tête. Ses épaules tremblaient.
Hélène arrêta de lire et posa une main sur son épaule. Je ne m'attends pas à ce qu'il mange aujourd'hui. Mais si on plante assez de graines, un jour, il prendra sa cuillère tout seul. Juste à ce moment-là, le docteur Émilie entra avec un dossier. Désolé de vous interrompre, dit-elle en regardant Claire. Nous avons la dernière évaluation psychiatrique d'Andrew. Claire s'assit, le cœur serré. Qu'est-ce que ça dit? Il conserve ses réflexes de base. Mais sa réponse au son et au goût continue de décliner. Cela est probablement dû à une lésion fonctionnelle mineure de la zone centrale de régulation émotionnelle, un trouble induit par un traumatisme. Claire tremblait. Est-ce que ça veut dire qu'il pourra vivre normalement? On ne peut pas encore le dire. Mais si son alimentation ne s'améliore pas dans les 2 prochaines semaines, le risque de retard de développement permanent est réel. Claire fondit en larmes. Hélène la serra plus fort et murmura, « N'abandonne pas. Il a besoin de toi. » Le lendemain, William est revenu à l'hôpital avec un petit biscuit. Ce n'était pas un biscuit ours. Pas de colorant, juste un biscuit moelleux à l'avoine fait maison, enveloppé dans du papier sulfurisé. « Claire, dit-il. J'ai essayé de le faire maison. Ingrédients 100% naturels. Pas de produits chimiques. Pas d'odeur forte. Juste de l'avoine, de la banane mûre et un peu d'huile de colza. Tu veux essayer? » Claire regarda le biscuit, puis Andrew, toujours immobile. On essaie? Demanda William. Claire hocha la tête. Laisse-moi faire. Elle s'approcha du lit, en cassa un petit morceau et en ramassa quelques miettes avec une cuillère. Elle les déposa délicatement contre les lèvres d'Andrew. Andrew, c'est un cookie de super-héros. C'est maman qui l'a fait. Il a des pouvoirs magiques. Juste une bouchée, d'accord? Le garçon ne réagit pas. Mais il ne grimaça pas. Il ne se détourna pas. Les mains de Claire tremblaient. N'attendez rien de ce petit moment. Mais pour moi, c'est un miracle. Elle plaça la miette près de sa bouche. 1 minute passa. Puis 2. Plus rien. Mais à la 3e minute, les lèvres d'Andrew remuèrent. Il prit la miette dans sa bouche et l'avala. William resta bouche bée. Émilie plissa les yeux en regardant l'écran. Hélène pinça les lèvres pour ne pas pleurer. Claire tomba à genoux, prit la main de son fils et embrassa ses petits doigts. Merci. Merci. Ce jour-là, une photo d'Andrew avec la miette dans la bouche est devenue virale sur les réseaux sociaux, avec la légende suivante, Andrew, un petit miracle au milieu du cauchemar. Pour la première fois depuis des semaines, les commentaires ont commencé à changer. Claire est une mère désespérée, pas une criminelle. Je prie pour le rétablissement d'Andrew. C'est l'échec de la société, pas seulement le sien. Malgré cela, des milliers de personnes restaient furieuses contre Julian Parker. Le tribunal l'a officiellement inculpé de 4 chefs d'accusation majeurs. Son procès devait s'ouvrir dans 3 mois. William a été convoqué comme témoin expert. Hélène devait également témoigner sur les effets à long terme de la dépendance alimentaire chez les jeunes enfants. Mais dans les coins tranquilles de l'hôpital, loin des caméras, loin des médias, Claire est restée jour après jour. Elle a appris à préparer une bouillie légère, à écraser des légumes, à parler à un enfant qui ne répondait pas. Elle a écouté Hélène lui apprendre à réveiller Andrew avec une histoire, à dire « Je t'aime ». Un jour, sur des tons très différents, Claire apporta une cuillerée de porridge aux lèvres d'Andrew. Le super-héros Tom a dit « Si tu en manges une bouchée, tu auras le pouvoir de botter le monstre difficile ». Andrew fronça les sourcils. Il ouvrit les yeux. Claire retint son souffle. « Maman », murmura-t-il, aussi faible qu'une brise. Elle fondit en larmes pour la première fois, un sanglot qu'elle ne put retenir. Ellie se précipita à l'intérieur, et Hélène faillit courir jusqu'à son chevet. « Il a parlé » haleta Hélène. Il a répondu. Claire serrait son fils fort. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, son cœur n'était pas accablé par la culpabilité. Il vibrait d'une lueur qui ressemblait presque à de l'espoir. Ce matin-là, alors que les premiers rayons de soleil filetaient à travers la fenêtre de l'hôpital, la chambre 304 du service pédiatrique semblait briller d'une étrange et silencieuse lumière. Andrew était toujours immobile, mais ses yeux étaient désormais plus grands ouverts et, surtout, ses lèvres remuèrent lorsqu'il vit Claire entrer. « Voici le porridge de super-héros », dit doucement Claire, sa voix comme le vent. Le garçon ne se détourna pas comme avant.
Il la regarda simplement attentivement, son regard autrefois troublé et distant, à peine plus clair. Hélène entra peu après, tenant une petite tasse décorée d'un ours de dessin animé nommé Galatin, coiffé d'un casque d'astronaute. On va essayer un nouvel exercice aujourd'hui. Andrew, aimerais-tu devenir astronaute? Pour aller dans l'espace, il faut manger des aliments en apesanteur, comme ce porridge à l'avoine. Claire rit doucement. Tu ne veux pas tomber du vaisseau, n'est-ce pas? Andrew regarda sa mère, puis Hélène. Un léger mouvement dans son genou, comme s'il voulait s'asseoir. Hélène ajusta rapidement le lit à un angle de 30 degrés. Essayons une cuillerée. Claire prit un peu de porridge en attendant. Andrew ouvrit la bouche. La première cuillerée, oh, pas de larmes, pas de cris, pas de convulsions. Juste une petite bouchée, puis une autre. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant un dossier, et se tourna vers William, qui venait de s'approcher. Tu vois ça? William hocha la tête en souriant. Je vois un miracle. Le même jour, au parquet de Miami, Julian Parker était assis devant un jury d'avocats et de juges lors d'une audience à huis clos avant son procès officiel. Le procureur Marcus Carter a ouvert le dossier. Admettez-vous avoir produit des biscuits sans l'approbation de l'inspection sanitaire? Je les ai fabriqués à la main, répondit Julian en haussant les épaules. Ce n'était pas à l'échelle industrielle. Mais vous les avez distribués en grande quantité, systématiquement. Et vous avez pris des notes pour consigner les réactions des enfants. C'étaient des notes personnelles. Les notes personnelles ne mentionnent pas des choses comme « L'enfant X a montré des signes de somnolence après avoir consommé 3 biscuits ou ajouté 3 ml d'arôme pour réduire les vomissements ». Ce sont des expériences. Et vous les avez menées sur des enfants. L'avocat de Julian l'interrompit. Mon client n'a jamais forcé personne à utiliser le produit. C'était une question de choix parental. Les parents pauvres n'ont pas le choix. Vous avez exploité le désespoir pour servir vos propres intérêts. Marcus brandissait un dossier de photos. Parmi elles, on pouvait voir Andrew, les jumelles de Homestead et un garçon de 3 ans d'Opalaka, tous visiblement mal nourris, tous hospitalisés après avoir mangé les biscuits de Julian. Tu as autre chose à dire? Demanda Marcus. Julian se renversa dans son fauteuil, le regard glacial. J'essayais d'aider les oubliés. Si le gouvernement ne veut pas les aider, je le ferai. De retour à l'hôpital, les jours suivants furent remplis d'efforts inlassables de la part de Claire. Elle et Hélène commencèrent à établir une petite routine quotidienne pour Andrew, repas, lecture d'histoire, activités physiques légères. Pour la première fois, Claire apprit à préparer du bouillon de légumes, de la purée de bananes et des pommes de terre vapeur sans assaisonnement. Chaque matin, elle apportait à son fils son plateau repas et le nourrissait elle-même, une cuillère à la fois. Mange pour reprendre des forces, et ensuite on rentrera. Je te ferai une soupe d'ours, d'accord, chuchota Claire. Plus d'ours, répondit doucement Andrew. Ces mots firent presque tomber Claire à genoux. Hélène la serra fort dans ses bras. On a réussi, Claire. On a gagné. William commença également à venir plus souvent. Un jour, il apporta une bande dessinée qu'il avait lui-même dessinée. Elle racontait l'histoire d'un garçon nommé Andrew qui avait vaincu le monstre biscuit en mangeant de la soupe aux épinards. Hélène, regarde, sourit William. Je crois que j'ai un don pour les livres pour enfants. Hélène rit. Si j'étais éditrice, je te signerais tout de suite. Andrew les regarda, puis demanda doucement, Docteur William, puis-je le garder? Tu peux le garder pour toujours, répondit William, les yeux brillants. Un mois plus tard, la santé d'Andrew s'était nettement améliorée. Il pouvait manger seul et commençait même à jouer avec d'autres enfants de la salle de réveil. L'école maternelle qu'il fréquentait lui a envoyé une lettre manuscrite accompagnée d'une boîte remplie de dessins de ses camarades, des ours, des super-héros, du porridge, Andrew et sa mère se tenant la main. Claire les lut un par un, les mains tremblantes. Tu vas bientôt rentrer à la maison, chérie. Andrew lui tenait la main et souriait. Mais ne fais plus de biscuits à l'ours, d'accord? Claire rit à travers ses larmes. Plus jamais. Émilie est entrée avec de bonnes nouvelles. Andrew a obtenu son autorisation de sortie la semaine prochaine. Tant qu'il continue de suivre son programme nutritionnel actuel et de se présenter régulièrement à ses examens, tout ira bien. Elle tendit un bout de papier à Claire. Voici l'adresse d'un centre de soutien nutritionnel pour enfants. Ils vous offriront de la nourriture gratuitement pendant la première année et vous apprendront des techniques de cuisine saine.
Claire tenait le papier comme s'il s'agissait d'un trésor. Et ceci, dit Hélène en lui tendant une enveloppe, est une candidature pour devenir aide cuisinière au service pédiatrique. Ça vous dirait d'essayer? Claire l'ouvrit et lut les mots, préparation alimentaire bénévole, service de pédiatrie. Je ne suis pas sûr d'être assez bon. Hélène lui prit la main. Tu as survécu. Tu es la mère la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et cet hôpital a besoin de personnes comme toi. Claire serra Hélène dans ses bras. Merci de ne pas nous avoir tourné le dos, à moi et à mon fils. Entre-temps, le tribunal d'État avait officiellement fixé la date du procès de Julian, l'accusant de plus de 6 chefs d'accusation, dont les plus graves, expérimentation humaine non autorisée et mise en danger de la santé de mineurs. William, Emily et Hélène ont tous été cités à comparaître comme témoins. Claire a également reçu une lettre sollicitant sa présence comme témoin spécial. Mais cette fois, elle refusa de rester là, la tête baissée de honte. William lui tendit un dossier. Vous n'êtes plus une accusée. Vous êtes une témoin et la voix de toutes les mères abandonnées. Claire hocha la tête et lui serra légèrement la main. Je parlerai. Je raconterai tout ce qui s'est passé. Plus besoin de me cacher. William la regarda, ses yeux s'adoucissant. Nous allons mettre fin à ce cauchemar ensemble. Le palais de justice de l'État de Miami était bondé ce matin-là. Dehors, des centaines de personnes brandissaient des pancartes, les enfants ne sont pas des sujets de test, justice pour Andrew, chaque enfant innocent. Julian doit payer. Claire se tenait devant le miroir de la salle des témoins. La blouse blanche qu'elle portait lui avait été fournie par l'hôpital la veille. Hélène ajusta son col et sourit. Tu as l'air fort. Mais j'ai peur, murmura Claire. Je n'ai jamais parlé devant autant de monde. Hélène a peur aussi, dit William en entrant avec une tasse de thé chaud. Nous ne sommes pas des super-héros, mais la vérité est de notre côté. Et Andrew, demanda Claire, inquiète. Il joue avec des enfants en salle de réveil, répondit Hélène. Je lui ai dit que tu avais un cadeau surprise pour lui plus tard. Claire hocha la tête et prit une profonde inspiration. Dans la salle d'audience, Julian Parker était assis en silence entre 2 agents de sécurité. Il portait une chemise grise, la tête baissée, mais ses yeux brillaient d'une lueur froide. Devant lui se trouvait une pile de documents, preuves, photos et résultats d'analyse de plus de 7 enfants liés aux biscuits toxiques à l'ours. Le procureur Marcus Carter s'est levé fermement et s'est adressé au tribunal. Votre honneur, l'accusé Julian Parker est poursuivi pour 6 chefs d'accusation, dont production alimentaire non autorisée, utilisation de substances interdites dans des aliments destinés aux enfants, distribution non réglementée et, surtout, expérimentation humaine non autorisée sur des mineurs ayant entraîné de graves préjudices. Nous avons 14 témoins, dont des médecins, des infirmières, des psychologues et des parents. La juge-présidente Evelyn Monroe, ses cheveux argentés soigneusement coiffés et son regard perçant, hocha fermement la tête. Veuillez appeler le premier témoin. William a témoigné, détaillant tout le processus d'examen, de test et de traitement d'Andrew. Il a montré les résultats des analyses sanguines, puis des photos du garçon en proie à des convulsions après le retrait des biscuits. Il ne s'agissait pas d'une intoxication aiguë, a déclaré William. Il s'agissait d'une dépendance à long terme, semblable à une addiction. Elle a complètement détruit la capacité d'autorégulation de l'enfant. Hélène suivit. Il a fallu près de 6 semaines à Andrew pour accepter une seule cuillerée de porridge. Son cerveau réagissait comme s'il était en manque. Chaque fois que les biscuits ours disparaissaient, il ressentait une douleur physique et émotionnelle. Emily a ajouté, expérimenter sans contrôle, sans surveillance, et sur des enfants, c'est un acte criminel. Rien ne peut le justifier. Julian resta silencieux. Ce n'est que lorsque le juge s'adressa directement à lui qu'il finit par parler. Je n'ai jamais forcé personne. Je faisais juste des biscuits. Je ne savais pas qu'ils étaient si nocifs. Marcus a claqué un cahier sur la table. Et cette phrase l'enfant X semblait somnole après 3 biscuits, ou celle-ci l'arôme a été renforcé pour masquer l'amertume du 320 vous ne la connaissiez pas? Ou avez-vous choisi de ne pas la connaître? Julian se tut. Finalement, Claire fut appelée à la barre. La salle d'audience retint son souffle. Elle releva la tête, ne fuyant plus le regard. Elle raconta chaque visite à l'usine, chaque fois qu'elle entendit Andrew pleurer, chaque instant où elle repoussait ses soupçons pour offrir à son fils une nuit paisible. Mais cette fois, sa voix était ferme. Avant, je croyais mériter d'être jugée.
Mais maintenant, je comprends, celui qui mérite d'être jugé, c'est l'homme qui a exploité la pauvreté et transformé mon fils en cobaye. Le juge Monroe hocha la tête et se tourna vers Julian. Le défendeur a-t-il quelque chose à ajouter? Julian n'a pas répondu. 1 heure plus tard, après une séance à huis clos du jury, le verdict a été rendu, 10 ans de prison pour violation des lois sur la sécurité alimentaire et expérimentation humaine non autorisée, une amende de 180 000 $ en guise de restitution aux victimes et une interdiction permanente de toute profession liée à la production alimentaire. Julian ne réagit pas. Mais dehors, les applaudissements déferlèrent comme une vague. Claire sortit du tribunal, flanquée de William et d'Hélène. Les journalistes se précipitèrent, les flashs des appareils photo s'activant à toute vitesse. Mais elle ne dit qu'une chose. Merci de ne pas oublier les enfants. Une semaine plus tard, à l'école maternelle du comté de Miami-Dade, la cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée sous la voûte des arbres de la cour de l'école. Les élèves étaient assis en rang, les enseignants se tenant sur les côtés, distribuant certificats et récompenses. On appela Andrew. Le garçon monta timidement sur scène, vêtu d'une chemise blanche impeccablement repassée et d'un pantalon bleu, repassé par l'infirmière Paula. Son ancienne institutrice, mademoiselle Teresa, lui remit une petite plaque. L'élève le plus courageux de la classe. Andrew se retourna et vit Claire debout au milieu de la foule, les larmes aux yeux. Le garçon sourit, puis cria. « Je t'aime, maman. » Tous les élèves, parents et enseignants se sont levés et ont applaudi. Claire est montée sur scène, s'est agenouillée et a serré son fils fort dans ses bras. Pour la première fois, après toute la peur, la culpabilité et la rage, tout s'est évanoui. Il ne restait plus que la lumière du soleil, les applaudissements et un murmure silencieux dans son cœur. Nous avons survécu. 2 mois plus tard, Claire était officiellement embauchée à la cuisine de l'hôpital non pas comme bénévole, mais avec un contrat officiel. Elle y apprit à cuisiner des repas spécialisés pour les enfants souffrant de malnutrition. Chaque jour, elle écrivait quelques lignes dans son carnet. Jour 13, j'ai ajouté de la purée de carottes à la soupe au potiron. Andrew a dit que c'était délicieux. Hélène est restée une amie proche. William, bien que très occupé, continuait de lui rendre visite chaque semaine, apportant des biscuits à l'avoine fait maison, désormais agrémentés de fruits secs. « Regarde ça, dit-il en riant. Maintenant, mon petit-fils réclame mes biscuits chaque semaine. » Andrew a couru et a serré William dans ses bras. « Tu es le meilleur docteur Cookie super-héros de tous les temps. » William rit en tenant le garçon près de lui. Par un soir calme, alors que le monde était serein, Claire était assise sur le balcon de son nouvel appartement, loué à prix réduit par une association pour mères célibataires. À l'intérieur, Andrew dormait profondément, tenant un ours en peluche neuf dans ses bras. Claire leva les yeux vers le ciel étoilé, une douce brise dansant dans ses cheveux. Elle murmura, « Merci d'avoir donné une seconde chance à mon fils. Et merci de m'avoir donné une seconde chance d'être une vraie mère. » Cette histoire nous rappelle avec force l'indifférence de la société face à la pauvreté et aux dangers invisibles auxquels sont confrontés les enfants. Nul n'a le droit d'exploiter les personnes vulnérables, surtout celles qui sont trop jeunes pour se protéger. Pourtant, elle confirme aussi qu'avec de l'amour, du soutien et une intervention adaptée, même les blessures les plus profondes peuvent commencer à guérir. La justice n'est pas seulement une punition pour les coupables. C'est la lumière qui guide les perdus vers leur foyer.